Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on parle d'un nouveau cours sur les corps purs et les mélanges. Donc qu'est-ce qu'un corps pur? Qu'est-ce qu'un mélange? Vous l'avez déjà vu normalement au collège. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails. Là, vous avez une petite image qu'on reverra tout à l'heure, donc je ne la laisse pas, je la laisse pas tout de suite. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un corps pur? C'est une substance qui peut être solide, liquide ou gazeuse, qui est composée d'une seule espèce chimique. Donc dans un corps pur, il y a une seule espèce chimique. Par exemple, de l'eau distillée. Vous verrez en terminale qu'en réalité, l'eau distillée n'est pas un vrai corps pur, parce qu'il y a toujours d'autres ions à l'intérieur, même si elle est distillée. Le corps pur, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi un morceau de fer. Si dedans il n'y a que du fer, c'est un corps pur. Alors qu'un mélange, c'est une substance qui est composée de plusieurs espèces chimiques. Par exemple, de l'eau minéralisée, il y a de l'eau et des minéraux dedans. Par exemple, pour le fer, je disais tout à l'heure, le fer, ben, l'acier. L'acier, c'est composé de fer et de carbone, entre autres. Donc, il n'y a pas que du fer dans l'acier, etc. Donc, c'est un mélange c'est composé de plusieurs espèces chimiques. Au niveau microscopique, une espèce chimique, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est quelque chose qui est constitué d'un ensemble d'entités chimiques identiques. Donc, ça veut dire que si vous arriviez à voir au microscope, même plus poussé qu'un microscope, de quoi est constitué ce corps pur, par exemple le morceau de fer, vous verriez qu'il n'y a que des atomes de fer à l'intérieur. Et s'il n'y a que des atomes de fer, ça veut dire que c'est un corps pur. Si en regardant à l'intérieur avec ce microscope imaginaire, vous voyez du fer et du carbone, ben, c'est pas un corps pur, c'est un mélange qui s'appelle l'acier par exemple. Et qu'est-ce qu'une entité chimique? C'est ce qui correspond au plus petit composant d'un corps pur. Donc en gros, vous voyez le corps pur, vous prenez un microscope, vous zoomez de plus en plus, jusqu'à ce que vous observiez de quoi est constituée cette espèce chimique. Donc l'entité chimique, on verra un peu plus tard dans l'année que ça peut être soit un atome, soit une molécule, soit un ion. Donc on verra ces trois entités chimiques, l'atome, la molécule et l'ion. Exemple ici, un glaçon, c'est constitué de quoi? C'est constitué d'eau. Donc l'espèce chimique, c'est l'eau. Et quelles sont les entités chimiques? Si on voyait avec un microscope, on verrait que des molécules d'eau. Donc l'eau, plutôt qu'H2O, on aurait dû mettre O ici, EAU. L'espèce chimique, c'est l'eau. Et les entités chimiques, ce sont les molécules d'eau. Pour l'eau liquide, c'est pareil. Pour le fer, bah, un clou en fer, par exemple, c'est constitué de quelle espèce chimique? De fer. Je ne devrais pas mettre Fe ici. Normalement, j'aurais dû mettre fer, simplement. Et si on voit au niveau microscopique, qu'est-ce qu'on a? Plein de petites boules, ce sont les atomes de fer. Donc pareil pour le chlorure de sodium. De quoi est constitué le chlorure de sodium? De deux entités chimiques cette fois-ci. Parce que le chlorure de sodium, c'est NaCl, c'est du chlorure de sodium. Donc c'est constitué d'un ion chlorure et d'un ion sodium. Donc, il y a deux entités chimiques ici, donc c'est un mélange. Alors que là, ce sont des corps purs. Ensuite, ce mélange, donc si c'est un corps pur, il y a une seule espèce chimique. Si c'est un mélange, il y a plusieurs espèces chimiques. Maintenant, si c'est un mélange, il peut s'ordonner de différentes manières, soit en mélange homogène, soit en mélange hétérogène. Donc c'est quoi un mélange homogène? Un mélange homogène, c'est un mélange dans lequel on ne perçoit qu'une seule phase. Donc on ne peut pas distinguer les différentes espèces chimiques. Par exemple, l'acier, c'est un mélange homogène. On ne peut pas dire que d'un côté, il y a une partie qui est où il n'y a que du carbone, et de l'autre côté, il n'y a que du fer. On le verrait à l'œil nu sinon. C'est pas du tout le cas ici, c'est homogène pour l'acier. C'est aussi vrai pour la menthe à l'eau, par exemple. Si vous mélangez de la menthe et de l'eau, vous mélangez, ben vous ne voyez plus la différence entre les deux. Vous ne voyez plus qu'il y a deux espèces à l'intérieur. Pourtant, il y a bien deux espèces chimiques, si vous voyez au microscope. Alors qu'un mélange est hétérogène si on perçoit plusieurs phases distinctes. Donc ça veut dire que, par exemple, l'eau et l'huile, si vous mélangez les deux, ça ne se... comment dire? L'huile n'est pas miscible dans l'eau. Ça veut dire qu'on ne peut pas
les faire s'imbriquer les uns dans les autres. On dit que c'est pas miscible. Donc ça veut dire que si vous mélangez de l'eau et de l'huile, bah, ça se resépare. Donc on dit que c'est un mélange hétérogène. Mais c'est quand même un mélange, même si c'est séparé. On dit que c'est un mélange hétérogène. Dans la vie de tous les jours, on parle de mélange quand c'est homogène. Mais quand c'est hétérogène, c'est aussi un mélange. Par exemple, un yaourt avec des morceaux de fruits, c'est un mélange hétérogène aussi. Parce que à l'œil nu, on voit qu'il y a deux phases distinctes. Donc voilà pour les mélanges homogènes et hétérogènes, et voilà pour les corps purs. Pour synthétiser, vous voyez ici que soit, donc quand vous additionnez deux corps purs, donc soit ces deux corps purs vont rester séparés l'un de l'autre, ça ce sont les entités chimiques. Donc ça c'est une espèce chimique, l'espèce chimique qu'on appelle corps 1 par exemple, et l'espèce chimique qu'on appelle corps 2. Et les deux petits ronds ici, c'est l'entité chimique qui correspond à cette espèce chimique. Donc on voit que c'est bien séparé, donc c'est un mélange hétérogène. Alors que là, les deux sont bien mélangés, c'est bien miscible l'un dans l'autre. Donc c'est un mélange homogène. Donc qu'est-ce qu'on appelle corps pur simple et corps pur composé? Ça, bon, je vais quand même en parler. Un corps pur simple, c'est composé d'une seule chose, d'une seule entité chimique, même pas entité chimique, c'est d'atomes identiques. Alors que là, c'est composé d'atomes différents. Par exemple, l'eau, c'est un corps pur composé. Pourquoi? C'est H2O. Il y a deux hydrogènes et un oxygène. Mais ça, ce ne sera pas au programme, je ne vous poserai pas cette question-là le jour du contrôle. On va prendre quelques exemples maintenant. L'air, c'est un mélange homogène. Pourquoi homogène? Déjà, pourquoi est-ce que c'est un mélange? Parce que dans l'air, il y a plusieurs gaz. Vous avez du diazote, du dioxygène, du dioxyde de carbone, de l'eau à l'état gazeux, de l'argon, etc., etc., etc. Vous avez plein de gaz différents, de molécules différentes. Donc, c'est un mélange. Pourquoi c'est un mélange homogène? Parce que ces différents gaz, ces différentes espèces chimiques, sont bien miscibles les uns dans les autres. Vous n'avez pas à un endroit que du dioxygène, à un autre endroit que du diazote, etc., etc. C'est bien homogène. Et ça, c'est à connaître. Au moins les deux premiers. Donc vous avez environ 78% de diazote dans l'air de l'atmosphère et 21% de dioxygène. 78 plus 21, ça fait 99%. Il reste 1%. Et ce 1%, c'est tous les autres gaz. L'argon, c'est le plus important après ces deux-là. Le dioxyde de carbone, celui qui est responsable de l'effet de serre. L'eau à l'état de vapeur, qui est aussi responsable d'effet de serre, etc., etc. Vous avez plein d'autres gaz, mais qui ne correspondent qu'à 1% de l'atmosphère, de l'air. Et là, c'est ce que vous voyez ici. Tout ça, c'est du diazote. Pas de l'azote, mais du diazote. Diazote, ça veut dire N2, c'est une molécule, alors que azote, c'est juste l'atome, c'est N. Donc ici, j'ai repris l'image une image qui existait déjà, mais c'est du diazote, faites attention. Ici, c'est du dioxygène aussi. Donc, comment est-ce qu'on voit que ce gaz est homogène, donc l'air? Ben, vous voyez ici que si on arrivait à zoomer, jusqu'à voir les différentes molécules qui composent l'air, ben, on verrait à peu près ça. Beaucoup plus de dioxygène, de diazote, quelques dioxygène, donc environ 20% et 80%, et parfois de l'argon ici par exemple, parfois du dioxyde de carbone ou de l'eau, mais très peu, donc ici on n'en verra pas par exemple. En réalité, ça c'est faux. Pourquoi? Parce que si la molécule faisait cette taille-là, ben, dans ce rond-là, on ne verrait qu'une ou deux molécules peut-être. Pas autant que ça. Parce qu'elles sont très très espacées les unes des autres dans un gaz. Un autre exemple, on a vu l'exemple de l'air qui est un mélange. La solution, c'est aussi un mélange. Et c'est un mélange aussi homogène. Pourquoi c'est un mélange? Parce qu'il y a deux espèces chimiques au moins dans une solution. Ça, on le reverra dans le chapitre suivant. Il y a un ou plusieurs solutés. C'est ce que vous mélangez dans de l'eau, le soluté. Par exemple, si vous voulez faire comme solution de l'eau sucrée, ben, le sucre, ça va être le soluté. Si vous voulez faire de l'eau salée, le sel, c'est le soluté, etc., etc. Donc le sucre, n'importe quel solide ionique comme les sels, on verra ça un peu plus tard. Et un solvant. Donc dans une solution, on a un soluté, ou plusieurs solutés, et un solvant. En général, c'est de l'eau. En tout cas, nous en seconde, première, même et terminale, on n'utilisera pratiquement que de l'eau comme soluté.
comme solvant, pardon. Comment est-ce qu'on prépare une solution? Ben, on verra ça au chapitre suivant. C'est par dissolution. Donc, on met de l'eau dans... on a une espèce à dissoudre ici qui est le soluté. On met de l'eau, on mélange et ça donne un mélange homogène qu'on appelle solution. Pourquoi? Parce que dedans, il y a beaucoup d'eau et quelques entités chimiques qu'on appelle les solutés. Donc, comme je le dis ici, les solutés sont les espèces très minoritaires, alors que le solvant est ultra majoritaire. Donc ça, je viens de le dire. Donc la dissolution, c'est l'opération qui consiste à préparer une solution à partir d'un soluté et d'un solvant. Et si ce solvant, c'est de l'eau, la solution, on va l'appeler solution aqueuse. Aqueuse, ça vient de aqua, qui est de l'eau. Comme aquatique, ça vient de l'eau. Donc solution aqueuse, c'est ce qu'on verra toute l'année en chimie. On ne fera que des solutions aqueuses. Ensuite, j'ai oublié de... Bon, peu importe. Comme on a des mélanges, parfois, en fait, dans un mélange, on veut savoir quel est le pourcentage de telle espèce chimique qu'il y a dans ce mélange. C'est ce qu'on appelle le pourcentage massique. Donc le pourcentage massique d'une espèce chimique A, par exemple, dans un échantillon de matière, s'écrit, donc c'est un pourcentage. Donc c'est la masse de cette espèce chimique A sur la masse totale de l'échantillon, multiplié par 100, vu que c'est un pourcentage. Donc ça, c'est à apprendre. Et de manière générale, justement, le pourcentage de A dans B s'écrit. Si par exemple, je vous demande A dans B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez le nombre, c'est un exemple que j'ai ici, de garçons dans la classe. A dans B, A c'est le nombre de garçons, et B c'est la classe. Donc le nombre de garçons dans la classe. Vous prenez le nombre de garçons sur le nombre d'élèves total qu'il y a dans la classe, fois 100. Et ça vous donne le pourcentage de garçons. Si vous voulez le pourcentage de filles dans la classe, donc gardez cette phrase en tête. Pourcentage de A dans B, vous remplacez A par ce que vous voulez et B par ce que vous voulez. Le pourcentage de filles dans la classe, donc c'est le nombre de filles sur le nombre d'élèves total dans la classe, fois 100. Ça vous donnera le nombre, le pourcentage de filles. Un exemple plus pratique ici, sur quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on fera en chimie. Si vous voulez le pourcentage massique de pépites de chocolat dans la brioche, bah ici, la brioche, imaginez qu'elle pèse, qu'elle a une certaine masse, par exemple, je dis n'importe quoi, 200 grammes, et que les pépites de chocolat, elles font seulement 20 grammes, donc 20 divisé, vous faites la masse des pépites sur la masse de la brioche, donc 20 divisé par 200, multiplié par 100, donc ça fait 10%. Donc ça veut dire que vous avez 10% de chocolat, de pépites de chocolat dans la brioche. Un petit exercice. Vous avez par exemple ici l'acier, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone. C'est ce que vous voyez ici. Le fer, c'est un gros atome, le carbone, c'est un atome un peu plus petit. Donc vous avez quelques atomes de fer dans une majorité d'atomes de fer. Quelques atomes de carbone, pardon, avec une majorité d'atomes de fer. Cet acier, c'est ce qui constitue une barre d'haltère d'une masse de 2,5 kg. Et on vous dit que cette barre contient un pourcentage massif de carbone de 1,85%. Ça veut dire qu'il y a 1,85% de carbone dans la barre. Donc le reste, c'est que du fer. Oui, il peut y avoir autre chose, mais c'est pratiquement que du fer. Première question, les alliages sont-ils des corps purs ou des mélanges? De quelle entité chimique ou de quelles entités chimiques l'acier est-il constitué? Et quelle masse de carbone contient cette barre d'haltère? On va essayer de répondre à ces questions. J'ai remis l'énoncé ici. Une première question, est-ce que les alliages sont des corps purs ou des mélanges? Les alliages sont forcément des mélanges. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins deux espèces chimiques. Pour le cas de l'acier, on a du carbone et du fer. Donc c'est forcément un mélange. On peut même dire que c'est un mélange homogène. Parce qu'on n'a pas une partie où il n'y a que le carbone et l'autre partie où il n'y a que le fer. Deuxième question, de quelles entités chimiques ou de quelle entité chimique l'acier est-il constitué? Je viens de le dire, d'atomes de fer et d'atomes de carbone. Dites bien d'atomes de fer et d'atomes de carbone, parce qu'on parle d'entités chimiques. De quelles entités chimiques l'acier est-il constitué? Si vous dites de fer et de carbone, ça ne suffit pas. Parce que ça, c'est l'espèce chimique.
Ensuite, quelle masse de carbone contient cette barre d'alter? Vous reprenez la formule qui vous donne le pourcentage massique de carbone, parce que vous voulez la masse de carbone. Le pourcentage massique de carbone, c'est la masse de carbone sur la masse de l'alter. Pourquoi? Parce que c'est le pourcentage massique de A dans B, rappelez-vous. Donc le pourcentage massique de carbone dans la barre. Donc la masse de carbone sur la masse de la barre d'alter, multiplié par 100. On peut aussi noter ça MC sur M fois 100. Pourquoi? Parce que la masse de l'alter, dans l'énoncé, on l'a juste appelé M. Donc on respecte les données de l'énoncé, les notations de l'énoncé. Donc qu'est-ce que ça donne? Nous, ce qu'on veut, c'est pas le pourcentage massique, on le connaît déjà. On veut la masse de carbone. Donc on va isoler la masse de carbone. Comment est-ce qu'on fait? Comment on l'isole? Le M et le fois 100, on les passe de l'autre côté. Comment on passe le M de l'autre côté? Il est divisé ici. De l'autre côté, il devient multiplié. Je vous rappelle, c'est l'opération inverse qu'on fait pour passer les éléments d'un côté à l'autre. Donc là, on a une division. Donc le M passe de l'autre côté en étant multiplié. Donc P, la pourcentage massique, multiplié par M. Et le fois 100, donc c'est une multiplication. Donc de l'autre côté, il va devenir divisé par 100. Qu'est-ce que ça nous donne? On n'a plus qu'à réaliser l'application numérique. On remplace les lettres par des nombres, par les valeurs. Le pourcentage massique, c'était 1,85%. La masse de l'alter, c'était 2,5 kg. Et le 100, on laisse 100 comme ça. Donc là, on a des kilogrammes, donc on aura des kilogrammes ici aussi. Si vous aviez des grammes pour la masse de l'alter, vous auriez des grammes pour la masse de carbone. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Je me suis trompé ici. Non, je ne me suis pas trompé, pardon. Si, je me suis trompé. Donc ça nous donne 0,046 grammes. Et non, ce ne sont pas des grammes, ce sont des kilogrammes, parce que je pensais que c'était des grammes peut-être. Donc 0,046 kilogrammes, ou alors 46 grammes. Donc attention, changez ça chez vous. Donc ça, c'est des kilogrammes ici, et des grammes ici. Ensuite, deuxième partie du cours, c'est d'identifier une espèce chimique. Donc comment est-ce qu'on peut identifier une espèce chimique dans un mélange ou dans un échantillon? Comment on peut savoir de quoi est composé l'échantillon? C'est ça la question. Il y a plusieurs méthodes possibles, soit par mesure de la température, on mesure la température d'un changement d'état. Donc soit de liquide à gazeux, donc c'est la température d'ébullition ou de vaporisation, soit de solide à liquide, c'est la température de fusion. Soit on va mesurer la masse volumique, ou calculer la masse volumique, soit on a des tests chimiques qu'on pourrait réaliser, soit réaliser une chromatographie sur couche mince. Et là, je vais, dans l'ordre, vous parler de ces 4 possibilités. Comment est-ce qu'on peut identifier une espèce chimique? C'est ce que je viens de vous dire, c'est les 4 possibilités qui sont là. Revoyez un petit peu ce schéma-là chez vous. Il faut vraiment que vous appreniez les différents changements d'état. Les plus importants qu'on va utiliser, nous, ça va être surtout la fusion et la vaporisation. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas parler de condensation liquide et solidification? Parce que les températures sont les mêmes. La température pour passer de l'état solide à liquide ou de l'état liquide à solide, c'est la même. Par exemple, pour l'eau, c'est 0 degré. Donc, lorsque de l'eau est chauffée, sa température augmente. Pratiquement tout le temps. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a 2 cas dans lesquels elle n'augmente pas. À 0 degré, c'est la température de fusion de l'eau, tant qu'il reste encore de la glace. Ça veut dire que le fait de chauffer, vous apportez de l'énergie à l'eau, et cette énergie, l'eau, elle va l'utiliser pour quoi? Pour changer d'état, pas pour augmenter la température. Donc c'est pour ça que la température n'augmente pas tant qu'il reste de la glace. Et à 100 degrés, tant qu'il reste encore de l'eau liquide. Pourquoi? Parce qu'à 100 degrés, l'énergie qui va être apportée à l'eau, l'eau va l'utiliser pour changer d'état aussi, mais cette fois-ci passer de l'état liquide à l'état gazeux. Là, on voit un seul changement d'état, c'est le passage de l'état solide à liquide. Donc regardez ici, si vous chauffez de l'eau, vous êtes à moins 10 degrés ici, ça veut dire que c'est un glaçon. C'était pas solide à liquide.
Donc vous avez un glaçon, vous chauffez, la température augmente. Donc l'énergie que vous apportez sert à augmenter la température. Sauf à partir de là, la température n'augmente plus. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce point-là, le solide devient un petit peu liquide. Donc le glaçon commence à fondre. Ils font. Et à ce moment-là, on n'a plus du tout de solide, on n'a plus de glaçon, tout est passé à l'état liquide. Et donc cette énergie que vous apportez, que vous continuez d'apporter en chauffant, elle peut resservir à augmenter la température. Et il va se passer la même chose pour quand vous allez arriver à 100 degrés, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Vous avez un deuxième palier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un palier de température. Un palier de température. Un petit exemple intéressant. Si vous avez de l'eau salée, le palier de température n'est pas tout à fait horizontal. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un corps pur. L'eau salée, c'est un mélange. Et les mélanges, en fait, vous n'avez pas un palier qui est bien net. Alors que pour les corps purs, c'est vraiment assez net. D'ailleurs, ce que je peux dire aussi, c'est que l'eau salée, on voit aussi autre chose, c'est que le palier n'est pas à 0 degré, mais environ à moins 5 degrés. Et c'est pour ça que, je vous l'avais dit en cours, on utilise le sel pour faire fondre la neige en hiver. Donc il y a des camions qui viennent saler les routes pour faire fondre la neige. Ensuite, ici vous avez deux courbes. La question c'est quelle est la température de vaporisation de l'éthanol est de 78 degrés. Donc vous avez mesuré deux températures de changement d'état. Vous aviez par exemple on va dire que vous aviez deux échantillons. Et le premier, vous l'avez refroidi, le deuxième, vous l'avez chauffé. D'accord? Lui était assez. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ici un palier à 9 degrés et ici un palier à 80 degrés, à peu près. Un peu moins de 80 degrés. Donc, comme vous savez que la température de vaporisation de l'éthanol, c'est 78 degrés, donc ça veut dire que c'est celui-ci qui correspond à l'éthanol. Ça, c'est pas de l'éthanol. Donc ça, c'est assez simple en fait. Grâce à une température de changement d'état, vous pouvez savoir quelle espèce chimique vous avez en face de vous. Parce que c'est en général, chaque espèce chimique a une température de changement d'état précise. Petit exercice. Ici, vous avez de l'eau, de l'éthanol et de l'acétone. Donc, trois espèces chimiques différentes que vous mélangez. Ça constitue un mélange homogène. Impossible de les séparer, sauf d'une manière. Comment? On sait que ces trois espèces chimiques, l'eau, l'éthanol et l'acétone, ont des températures de changement d'état différentes. Par exemple, pour la température d'ébullition de l'eau, elle est de 100 degrés. Celle de l'éthanol, 78 degrés. L'acétone, je ne me souviens plus, mais c'est encore une autre température. Donc si on chauffe, on met ce mélange ici. La température va augmenter jusqu'à atteindre, par exemple, 78 degrés. À 78 degrés, elle va s'arrêter. On aura un palier. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'éthanol va passer de l'état liquide à l'état solide. Ensuite, on va chauffer encore jusqu'à ce que tout l'éthanol passe à l'état gazeux, pas solide. Donc le palier va s'arrêter et ça va réaugmenter. La courbe va se mettre à augmenter. Donc la température augmente jusqu'à arriver à 100 degrés. Et là, comme vous avez de l'eau, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et vous aurez un palier aussi à 100 degrés. Et vous avez forcément un palier aussi pour la température d'ébullition de l'acétone. Ça doit être soit, je pense, un petit peu inférieur à 78. Mais vous vérifierez ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une distillation fractionnée. Ça veut dire que quand vous allez chauffer, imaginez que vous avez de l'acétone à 70 degrés, qu'est-ce qui va se passer? L'acétone va passer à l'état gazeux, ça va monter. Ensuite, ici, c'est un réfrigérant droit, donc vous allez le refroidir. Pourquoi? Pour qu'il repasse à l'état liquide. Et là, vous allez récupérer que de l'éthanol. À la température d'ébullition de l'acétone, vous allez récupérer que de l'acétone, etc., etc. Donc vous pourrez séparer les trois. On vous dit de tracer l'allure du graphique représentant la température mesurée par le thermomètre en fonction du temps. Le thermomètre, il est ici. Donc ce que vous allez mesurer, c'est la température du gaz qui est monté.
Donc la température de la pièce est de 18 degrés. Vous avez la température d'ébullition des 3 différentes espèces. Donc c'était 56 degrés pour l'acétone. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la température, elle, part de 18 degrés. Comme vous chauffez, elle va augmenter, 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 augmenter. Arrivé à 56 degrés, on avait dit que c'était la température d'ébullition de l'acétone. L'acétone va se mettre à changer d'état, passer à l'état de vapeur. Et dans ce cas-là, vous avez un changement d'état ici. Donc vous avez un palier de température. Une fois que tout l'acétone est passé à l'état gazeux, la température se remet à augmenter jusqu'à 78 degrés à peu près, 0,5. À 78,5 degrés, vous avez la température d'ébullition de l'éthanol, donc vous avez un palier. Ça veut dire que l'éthanol va se mettre à passer de l'état liquide à l'état gazeux, donc il va monter ici. Donc vous avez un palier. Et ensuite, pareil, la température remonte à partir du moment où tout l'éthanol est passé à l'état gazeux. Et pareil pour l'eau ensuite. Donc vous avez 3 paliers différents. Si vous avez 3 paliers, ça veut dire que vous aviez 3 corps purs. Donc un mélange constitué de 3 corps purs. Si vous avez 2 paliers, ça veut dire que vous avez un mélange constitué de 2 corps purs, etc., etc., etc. Donc la deuxième façon d'identifier une entité chimique ou une espèce chimique dans un échantillon, c'est de mesurer ou de calculer sa masse volumique. Donc on va voir qu'est-ce que la masse volumique déjà et ensuite comment la calculer. Donc la masse volumique d'un échantillon de matière, donc on peut calculer la masse volumique de n'importe quel échantillon de matière. Solide, liquide, gazeux, ça peut être une pierre, un caillou, ça peut être une table, ça peut être un liquide, une solution, peu importe. Donc ça représente quoi? La masse volumique, c'est la masse d'un volume de cet échantillon. Donc la masse d'un volume, masse volumique. Donc, en fait, si vous voulez le calculer, c'est la masse divisée par le volume. Mais n'oubliez pas de mettre masse de quoi? C'est la masse de l'échantillon sur le volume de l'échantillon. Si on vous demande de calculer la masse volumique d'une pierre, vous mettez masse de la pierre sur le volume de la pierre, par exemple. La masse volumique en général, elle est en grammes par litre si la masse est en grammes et que le volume est en litres. Donc si vous avez fait le calcul de la masse volumique en utilisant pour la masse l'unité qui est le gramme et pour le volume en le mettant en litres, dans ce cas-là, c'est en grammes par litre. Par contre, si vous mettez la masse en kilogrammes et le volume en mètres cubes, dans ce cas-là, la masse volumique sera en kilogrammes par mètre cube. Si vous mettez grammes et millilitres, ce sera des grammes par millilitre, etc., etc. Donc il y a autant d'unités que vous le voulez. Donc si on vous demande de calculer une masse volumique en grammes par litre, donc la masse, il faut qu'elle soit absolument en grammes et le volume en litres. Sinon, vous convertissez, si ce n'est pas le cas. Donc pour convertir, qu'est-ce que ça va avoir des mètres cubes et des litres ou des millilitres? Donc pour convertir, 3 petites choses à retenir. Donc 1 mètre cube, c'est 1 kilolitre ou 1000 litres. Un décimètre cube, c'est 1 litre. C'est surtout celui-là qu'il faut retenir. Et l'autre, c'est intéressant de le retenir aussi. 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. Donc si vous retenez ces trois-là, vous pouvez facilement convertir des mètres cubes, des décimètres cubes ou des centimètres cubes en litres, millilitres ou en litres ou millilitres. Donc comment est-ce qu'on fait pour mesurer la masse et le volume pour ensuite calculer la masse volumique? Donc si on veut par exemple connaître la masse volumique de ce solide-là, d'abord il faut avoir la masse, donc vous pesez la masse. Là c'est 54 grammes. Et pour avoir le volume, donc soit c'est un volume que vous connaissez, si c'est un cube, c'est côté fois côté fois côté, donc côté au cube. Si c'est un parallélépipède, vous pouvez le connaître aussi. Si c'est une sphère, il y a une formule pour ça. Mais si c'est une pierre qui n'a pas une forme précise, ou même si ça a une forme précise, le plus simple en fait, c'est de prendre une éprouvette, de mettre de l'eau jusqu'à un certain volume précis. Par exemple ici c'était 70 millilitres. Et ensuite vous mettez votre solide dans cette éprouvette remplie d'eau. Quand vous allez mettre ce solide à l'intérieur, l'eau va monter, comme quand vous entrez dans une baignoire. Le niveau de l'eau monte. Et ce niveau de l'eau qui monte, si ça monte jusqu'à 70,
jusqu'à 90, pardon, millilitres, ça veut dire que votre solide avait un volume de 20 millilitres. Il est passé de 70 à 90. Donc vous faites 90 moins 70. Ça correspond à 20 millilitres. Une fois que vous avez ça, vous pouvez calculer, dans ce cas-là, par exemple, vous faites 54 divisé par 20. Mais si vous faites ça, vous aurez la solution, donc la masse volumique en grammes par millilitre. Si vous voulez l'avoir en grammes par litre, vous convertissez les 20 millilitres en litres. Donc faire x 10 puissance moins 3. Ou alors vous remplissez votre tableau. Donc c'est ce que je viens de dire, et c'est ce que je viens de dire. Donc un petit exemple. Comment, en mesurant une masse volumique, en mesurant une masse et un volume pour calculer la masse volumique, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la matière du solide que vous avez par exemple, si c'est un solide. Ici vous avez un solide, vous voulez savoir de quelle matière il est. D'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la masse volumique. Donc, vous avez la formule, donc solide on l'appelle S, donc c'est la masse volumique du solide est égale à sa masse, donc la masse du solide, sur le volume du solide. Comment est-ce qu'on connaît la masse du solide? Ben, là, on n'avait pas fait tare. Normalement, le plus simple, c'est de tarer. Comme ça, vous êtes à 0 ici. Et ce que vous lisez ici, c'est directement la masse du solide. Mais ici, comme on n'a pas taré, la masse du solide, c'est la masse du tout moins la masse de l'éprouvette avec l'eau. Donc, vous faites 248 moins 70. Donc ça, c'est la masse du solide. Et pour avoir le volume du solide, c'est 90 moins 70, comme tout à l'heure. Donc là, j'ai pris les mêmes choses. Donc ça vous fait 8,9 grammes par millilitre. Ça c'était en grammes, ça c'était en millilitres. Donc le résultat, on a en grammes par millilitre. Et je vous rappelle que les centimètres cubes, c'est des millilitres. Donc ce qu'on a ici, c'est aussi des grammes par millilitre. Donc on peut comparer 8,9. Qui a une masse volumique de 8,9? Pas l'or, pas l'uranium, etc. On va chercher. C'est le cuivre. Et là, en plus, on peut voir que la couleur ressemble quand même à la couleur du cuivre. Le cuivre, c'est à peu près orange. Orange-marron. Donc là, on peut conclure que c'est bien du cuivre. Ce solide est constitué de cuivre. Pour ça, en fait, il faut vraiment avoir une éprouvette qui soit d'une bonne précision et une balance d'une bonne précision. Sinon, vous n'allez pas trouver 8,9. Vous allez trouver 9,3 par exemple, mais c'est quelque chose qui est assez proche. Donc voilà, tout dépend de la précision de votre matériel. Un petit exemple. Donc, vous venez de trouver une bague de 18 carats. Donc ici, vous avez un tableau qui vous dit ce que ça veut dire. 18 carats, ça veut dire qu'il y a 75% d'or. Donc là, on peut utiliser par exemple le pourcentage massique. Et vous voulez savoir quelle est la masse d'or qu'elle contient. Vous n'avez pas de balance, mais vous avez une éprouvette d'eau et vous disposez de la masse volumique de l'or. Par un calcul, vous trouvez que la bague a un volume de 0,12 ml. Quel est le volume d'or de cette bague? Et deuxième question, quelle est la masse d'or en grammes que contient cette bague? Donc la bague en or étant de 18 carats, le tableau nous montre qu'elle contient 75% d'or. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le volume d'or de la bague est donc, on a 75% d'or, ça veut dire que le volume d'or est de 75% de celui du volume de la bague. Donc 75% fois le volume de la bague. Le volume de la bague, on le connaît, c'est 0,12 ml, donc c'est 75% fois 0,12. Donc l'or contient 0,090 ml d'or sur les 0,12 de la bague. C'est normal, c'est 3 quarts en fait. On a 3 quarts d'or dans la bague, 75%. Ensuite, ce qu'on veut, c'est à quelle masse d'or ça correspond. Ben, on a le volume d'or, on va chercher la masse d'or grâce à cette formule, la formule de la masse volumique, vu qu'on connaît la masse volumique, on vous la donne ici. Si on a la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, ça veut dire qu'il nous faut la masse d'or en kilogrammes. Plutôt, on aura la masse d'or en kilogrammes si le volume d'or est donné en mètres cubes. Donc il faudra convertir ce volume d'or-là en mètres cubes. Nous, ce qu'on veut, c'est la masse d'or, donc on change un petit peu cette formule-là en isolant masse d'or. Comme c'est divisé par le volume d'or, de l'autre côté, ça va être multiplié par le volume d'or. C'est ce qu'on a ici. Ensuite, on passe à la conversion. On sait que 1 millilitre, c'est 1 cm3.
Donc 0,090 ml, c'est 0,090 cm3. Et maintenant, pour passer des centimètres cubes au mètre cube, deux possibilités. Soit vous faites le tableau, comme j'ai fait ici, soit vous passez par les puissances de 10, on verra ça un peu plus tard. On sait que... Bon, on verra ça un peu plus tard. Donc, on a en millilitres, donc 0,090 millilitres ou centimètres cubes. Donc, pour l'avoir en mètre cube, on met un 0, ici. Et on complète tous les zéros. Ça fait... Donc, on a un volume d'or qui est de 9,0 fois 10 puissance moins 8 mètres cubes. On peut ensuite reprendre la formule pour calculer maintenant la masse d'or, vu que la masse volumique, on l'a bien en kg par mètre cube, ici, et le volume d'or, maintenant, on l'a bien en mètre cube. Donc, on trouve une masse d'or de 1,7 fois 10 puissance moins 3 kg ou 1,7 g. Juste, je viens de me rendre compte, pardon, ici, c'est pas des mètres m puissance moins 3, c'est mètre cube, hein, c'est m mètre au cube, donc il n'y a pas de moins. C'est une petite erreur de ma part. Ensuite, on passe à la troisième façon de identifier une espèce chimique dans un échantillon. Donc, ce sont les tests chimiques. Il y a plusieurs tests chimiques possibles pour identifier une espèce chimique. Par exemple, pour identifier l'eau, qu'est-ce qu'on doit faire? On ajoute du liquide supposé être de l'eau. On se dit que ici, on se pense que c'est de l'eau, on n'est pas sûr. Donc, on l'ajoute où? Sur du sulfate de cuivre anhydre. Ça, c'est une poudre blanche. Et si vous ajoutez quelques gouttes sur cette poudre blanche, elle deviendra bleue. Si c'est de l'eau. Par contre, si ce n'était pas de l'eau, ça ne deviendrait pas bleu. Donc, si vous mettez par exemple une pomme, comme on l'a fait en cours en TP, si vous mettez de la poudre sur une pomme, comme la pomme contient de l'eau, cette poudre deviendra bleue. Par contre, si la pomme ne contenait pas d'eau, elle ne serait pas devenue bleue. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire. Donc soit vous mettez de l'eau sur la poudre, soit vous mettez de la poudre sur ce que vous pensez être de l'eau. Deuxième test, comment savoir si on a du dioxygène à l'état gazeux dans une espèce chimique, dans un gaz ou peu importe. Par exemple, ici, on se demande s'il y a du dioxygène dans cette bouteille, dans ce flacon. Attention, ça marche seulement si vraiment il y a assez de dioxygène. S'il y en a très peu, ça ne marchera pas très bien. Donc, vous mettez une baguette incandescente. Vous prenez une baguette incandescente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un petit peu comme du charbon, quand il a été bien... quand il a bien pris feu. Donc ça veut dire que ça reste un petit peu rouge. Donc la baguette incandescente, c'est pas une allumette ici, c'est une baguette que vous avez allumée au début et qui est incandescente, ça veut dire qu'elle est un peu rouge. Si vous soufflez dessus, vous savez que ça peut prendre feu. Donc ici, on ne souffle pas dessus, on va juste enlever le bouchon, mettre la baguette à l'intérieur, et si vous voyez qu'il y a du feu qui apparaît, une flamme qui apparaît, ça veut dire qu'il y avait bien du dioxygène. Donc ça, c'est une combustion simple. Donc le combustible, c'est la baguette, le comburant, c'est le dioxygène. Donc ça s'appelle une combustion. On verra ça un peu plus tard. Ensuite, comment savoir s'il y a du dioxyde de carbone dans un échantillon, dans un gaz ici par exemple. Donc, vous mettez en contact le gaz supposé être du dioxyde de carbone avec de l'eau de chaud, incolore. Donc par exemple ici vous avez déjà du gaz, vous mettez de l'eau chaude à l'intérieur. Normalement, ce qui va se passer, c'est que le gaz va, si vous agitez, l'eau de chaud va se troubler. Donc l'eau de chaud, c'est quoi? C'est un liquide qui ressemble à de l'eau, qui est incolore et qui est bien translucide. Lorsque vous mettez du dioxyde de carbone en contact de cette eau de chaud, elle se trouble. Ça veut dire qu'elle devient moins transparente. Quatrième espèce chimique qu'il est possible d'identifier, c'est le dihydrogène. Comment est-ce qu'on identifie du dihydrogène? Vous l'avez sûrement déjà fait au collège. Si ici vous avez du dihydrogène, par exemple, on l'a fait en TP, vous avez
du fer sous forme de poudre ici, vous avez mis de l'acide, par exemple de l'acide chlorhydrique, voilà. Vous aurez un petit dégagement gazeux ici, des petites bulles. Ces petites bulles d'air contiennent du dihydrogène et elles vont remplir l'espace qui est ici. Comment savoir si c'est vraiment du dihydrogène? Vous laissez bien la réaction se produire pour qu'il y ait assez de dihydrogène ici. Ensuite, vous ouvrez et vous mettez la flamme en contact avec, vous rentrez la flamme à l'entrée du tube à essai, et normalement vous entendrez une détonation, une sorte de pop. Si vous entendez la détonation, c'est qu'il y avait bien du dihydrogène. Si vous n'entendez rien, c'est qu'il n'y avait pas de dihydrogène ou pas assez. Ensuite, on peut aussi identifier différents ions avec ce que je vous mets ici. Exemple, comment est-ce on peut identifier les ions fer 3 en solution? Donc vous allez sur fer 3, c'est ceci. Fer 3, ça veut dire Fe3+, c'est un ion. Fe2+, c'est fer 2. Donc on vous dit, si vous voulez savoir si vous avez des ions fer 3+, vous ajoutez quelques gouttes d'une solution de soude concentrée. Donc si ici vous aviez une solution qui contenait pour vous des ions fer 3+, donc vous mettez quelques gouttes, et si vous avez un précipité rouille, donc quelque chose qui est comme ça veut dire qu'il y avait bien des ions fer. Si ça reste comme avant, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ions fer. Donc là, il suffisait d'ajouter de la soude concentrée et de voir qu'un précipité rouille se formait. Autre possibilité, comment identifier ici les ions calcium en solution? Donc vous avez plusieurs ions possibles, vous allez sur ion calcium, donc je vous en ai mis 10. Donc ion calcium, comment faire pour savoir s'il y avait des ions calcium dans une solution? Par exemple, vous avez de l'eau et vous vous demandez si c'est de l'eau calcaire. Le calcaire, c'est du Ca2+. Donc comment savoir si elle est calcaire? Vous ajoutez quelques gouttes d'une solution d'oxalate d'ammonium dans ce tube à essai qui contient de l'eau, qui pour vous contient des ions calcium. Et si vous avez un précipité blanc qui se forme, ça veut dire qu'il y avait bien des ions calcium. Vous pouvez regarder aussi les autres si vous voulez chez vous. Je vous ai donné 2 exemples sur les ions, mais il y en a 10 ici, on les a déjà fait en cours normalement. Quatrième possibilité pour identifier des espèces chimiques, c'est de réaliser une chromatographie sur couche mince. Qu'est-ce qu'une chromatographie sur couche mince? C'est quelque chose qui permet de séparer différentes espèces chimiques. Ça veut dire que vous avez un mélange, la chromatographie va permettre de séparer les différentes espèces de ce mélange-là. Comment? Parce que en fait, quand vous allez déposer une goutte de ce mélange sur la plaque de chromatographie, et ensuite le mettre dans les lueurs, on verra après, ça va monter, et selon l'affinité que ça a avec la phase solide et liquide, vous aurez une partie qui va monter plus haut que l'autre. Donc ça va se séparer. Je vous montre rapidement comment ça fonctionne. Donc premièrement, on doit tracer une ligne de dépôt à environ 1 cm du bas de la plaque. Donc là, vous avez la plaque de chromatographie. À environ 1 cm, vous tracez une ligne de dépôt. Elle va servir à quoi? Elle va servir à déposer les petites gouttes de mélange ou de corpure que vous voulez comparer. Ensuite, vous tracez en haut, à environ 1 cm du bord de la plaque, un front, donc une ligne qui s'appelle le front du solvant. Troisième étape, vous déposez une goutte du liquide que vous devez identifier sur la ligne de dépôt, à l'aide d'un capillaire. Un capillaire, c'est une sorte de mini paille. Ensuite, on dépose une goutte de l'espèce chimique E, qui vient du commerce, à l'aide d'un capillaire. Donc en fait, vous vous dites que ce L-là, je pense que là-dedans, il y a du E. Ou alors, vous vous dites que ce L-là, c'est du E. Donc, pour comparer, vous mettez les deux gouttes et vous allez voir où est-ce que ça va monter. Si ça monte au même endroit, au même niveau, ça veut dire que c'était la même espèce chimique. Ensuite, on dépose la plaque dans la cuve. Donc, on dépose la plaque dans la cuve, on met de l'éluant.
On fait attention à ce que l'éluant ne dépasse pas les petites gouttes que vous avez mises ici, sinon ça ne montera pas. Donc ça ne doit pas être immergé. On referme la cuve et l'éluant monte par capillarité. Donc vous voyez que l'éluant monte. Une fois que l'éluant est monté jusqu'au front de l'éluant, vous retirez la plaque de la cuve. On sèche la plaque et on observe les taches. Donc là, on peut les observer par exemple. Mais parfois, c'est pas visible. Parfois, en fait, les gouttes que vous avez mises ici sont incolores. Et dans ce cas-là, pour observer des taches, on va mettre ça sous une lampe à UV. Et on verra les taches. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? L, déjà, on peut dire que ça s'est divisé en deux taches. Donc on peut déjà dire que c'est pas encore pur. C'est un mélange. E, c'est encore pur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que L, une de ces taches est montée au même niveau que E. Ça veut dire que L contient du E, mais contient aussi une autre espèce chimique. Et pour savoir quelle est cette espèce chimique, on aurait dû mettre une troisième tâche pour vérifier que ce soit bien. Par exemple, si vous vous dites que ça, c'est l'espèce chimique R, par exemple, je dis n'importe quoi, ben, vous mettez du R ici, pardon, vous mettez du R sur la ligne de dépôt, vous observez si ça monte au même niveau. Si ça monte au même niveau, c'est que c'était la même chose. Et voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, autre chose que vous pouvez aussi faire avec une chromatographie sur couche mince, plutôt que de regarder à l'œil nu si c'est le même niveau, c'est calculer ce qu'on appelle le rapport frontal. Le rapport frontal, qu'est-ce que c'est? C'est si la tâche est à ce niveau-là, le rapport frontal de cette tâche, ça va être la distance entre la ligne de dépôt et le centre de cette tâche, divisé par la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'élan. Mais faites attention, dans ce cas-là, il faut bien que vous ayez fait monter, vous ayez retiré la plaque de la cuve pile poil quand le front de l'élan a été atteint. Si vous l'avez laissé dépasser, vous retracez le front de l'élan là où ça s'est arrêté. Pareil pour la tache bleue ici, vous pouvez aussi faire ça divisé par tout ça pour avoir son rapport frontal. Et ensuite, en fait, vous connaissez la liste des rapports frontaux de chaque molécule. Donc si par exemple vous avez calculé pour la tache bleue le rapport frontal qui est de, je dis n'importe quoi, 0,60, ça veut dire que c'était cette molécule-là, 0,60. Là, c'est pas ça parce que c'est orange, mais bon. Maintenant, un petit exercice. Le but, c'est de relever les erreurs dans ces protocoles. Donc, première erreur. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il manque l'éluant. Donc, on n'aura pas de tâche, forcément. Deuxième, ici, vous voyez que vous avez mis trop d'éluant. Ou alors que la ligne de dépôt, vous ne l'avez pas assez montée. Donc, quand j'ai dit à peu près 1 cm, vous pouvez mettre 1,5, 2 cm. Donc, ça dépend de... En tout cas, il ne faut surtout pas que l'éluant immerge les tâches. Et troisième erreur, ici, la ligne de dépôt n'est pas horizontale. Donc, vous n'aurez pas le bon rapport frontal si vous devez le calculer. Parce que, en fait, votre hauteur ici entre la ligne de dépôt et le front du solvant, elle aura une certaine valeur, et ici elle aura une autre valeur. Donc vous ne pouvez pas faire le rapport frontal. Dernier petit exercice, ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce chromatogramme? Vous avez ici une tâche 1 qui est l'alcool benzylique pur, ici une tâche 2 qui est l'acide benzoïque synthétisé, ça veut dire que vous avez synthétisé ou fabriqué, entre guillemets, synthétisé, ça veut dire fabriqué à l'aide d'une réaction, de l'acide benzoïque, et troisièmement, de l'acide benzoïque pur. Comment est-ce qu'on synthétise de l'acide benzoïque? C'est à partir de l'alcool benzylique. Donc vous mettez de l'alcool benzylique avec autre chose et ça devient de l'acide benzoïque. Donc ici, ce que vous avez synthétisé, est-ce qu'il n'y a que de l'acide benzoïque
ou il reste encore un petit peu d'acide benzylique? C'est ça la question. Ici, on voit que l'alcool benzylique pur est ici. L'acide benzoïque pur est ici. Donc, ce que vous avez synthétisé beaucoup d'acide benzoïque, mais il vous reste quand même un petit peu d'acide benzylique. Donc ici, vous avez toujours un mélange. Voilà ce qu'on peut dire de ce chromatogramme. C'est ce que je vous ai dit ici. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur ce cours. Bonne révision à tous et à bientôt.